Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa Monde Télévision. Aujourd'hui, moi Dominique Nkaïlou, j'ai le plaisir de vous présenter cette émission qui est un autre regard. Vous savez, l'émission qui vous parle de tout ce qui est politique dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo, ainsi que la politique qui fait face, qui existe dans le monde entier. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, je serai sur ce plateau avec le professeur Niemba Suga Yutila Jacob, le professeur qui va nous parler de la Constitution dans notre pays. Vous savez, dans notre pays actuellement, nous faisons face à une situation de la révision ou le changement de la Constitution. Le président Félix Tshisekedi veut changer ou revoir cette Constitution. Alors, un sujet dont on va en parler avec le professeur Yutila, à qui je dis bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste. Très heureux de vous revoir sur le plateau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes, je peux dire, heureux d'être encore ici avec nous? En tout cas, je suis très content d'être avec vous et surtout de parler d'un sujet d'actualité qui demande à ce que l'élite congolaise, la population congolaise puisse être informée sur la Constitution, sur la problématique constitutionnelle, et c'est là sous l'angle des sciences politiques, administratives et relations internationales. Voilà, pour commencer par là, cher professeur, vous avez, vous êtes docteur, vous avez un doctorat en sciences politiques et administratives et relations internationales. Vous avez aussi un doctorat en économique publique, si je ne pourrais que citer ces deux-là. Et en plus, vous avez de l'expertise en pouvoir politique et bonne gouvernance, en droit politique, vu aussi vos différents romans que vous avez à écrire. Donc, si je peux citer, il y a le roman L'État en Afrique, le livre L'État en Afrique, État de droit ou État voyou. Voilà, c'est par rapport à ce livre que nous allons évoquer le sujet lié à la Constitution dans notre pays. Est-ce que cela est-il important? Est-ce qu'il faut seulement changer la Constitution ou la revoir ou comment, professeur? Merci beaucoup pour la question, pour les livres que vous venez de citer. Et effectivement, dans la première édition, nous avons intitulé le sujet État en Afrique. État en Afrique. État des droits ou État voyou. Mais nous avons constaté que le concept voyou dérange les gens. Ils croient que l'État est voyou, mais l'État ne peut pas être voyou. Déjà, donc, il y a le mot qui dérange en tout. Et voilà, et c'est vraiment ce qui applique la Constitution au sein d'un État donné, qui ne les applique pas. C'est ce que George Bush appelait, même Donald Trump, les États voyous d'une manière générale. Nous avons expliqué les concepts de l'État voyou, mais au niveau de notre deuxième édition, nous l'avons intitulé État en Afrique, État des droits ou État classique. État classique. Théorie politico-juridique de l'État. Donc, c'est ce livre-là et ça fait jaillir notre expertise en droit politique. Voilà. Et d'autres ouvrages encore que nous avons écrits concernant l'État en 2002. C'est celui-là, d'ailleurs, si vous pouvez me donner. C'est l'État de droit. L'État des droits, c'est celui-ci. Voilà. État des droits démocratique fédéral au Congo-Kinshasa, source de la stabilité en Afrique centrale. L'État classique, c'est l'autre là-bas. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Donc, nous avons dit État en Afrique, État des droits ou État classique, approche politico-juridique de l'État et d'autres ouvrages que nous avons écrits aussi. Il y a le pouvoir politique. Voilà, comme je suis expert en pouvoir politique et bonne gouvernance. Donc ici, pouvoir politique en République démocratique du Congo, histoire d'idées et analyse politique. Simon Kimbangu, oublié des analyses politiques. Et enfin, en ce qui concerne mon doctorat, mon expertise en économie publique, là, nous avons écrit, ici c'est publié par l'Harmattan. L'Harmattan, ouais. Là, c'est par l'Harmattan, livre Politique agricole vivrière en Afrique, sous base des miracles économiques en Côte d'Ivoire, c'est en 2000. C'était le premier ouvrage. Et le second, c'est celui-ci,
État de droit démocratique et fédéral au Congo-Kinshasa. Évidemment, le concept fédéral, c'est simplement la décentralisation poussée, comme nous sommes maintenant dans la décentralisation, telle que ça a été prévu dans la Constitution actuelle. Nous allons en parler. Et ici encore, c'était, donc, nous disons, source de la stabilité en Afrique centrale. C'est publié par l'Harmattan. Et ça, c'est en 2002. Voilà. Et celui-ci, pouvoir politique. Pouvoir politique en République démocratique du Congo. Histoire d'idées et analyse politique. Simon Kimbangu, oublié des analyses politiques. C'est publié au Centre de recherche de sciences politiques administratives de l'Université Congo. Voilà. Donc en 2018. Et enfin, celui-ci, l'État, la première version, État en Afrique, État des droits ou État voyou maintenant. Deuxième édition, c'est État classique. Approche politico-juridique de l'État, c'est en 2020. Et en fait, il y a un troisième bouquin, un cinquième bouquin qui doit être publié à la fin. C'est déjà chez l'éditeur. C'est ce qui ça s'intitule Simon Kimbangu, homme politique, homme d'État, Saint-Esprit. Oh, bon. Quelle thématique chatouillant. Ça ne parle pas de la spiritualité ou vous l'avez évoqué sur le plan politique, comment? Nous avons écrit ces livres du point de vue, effectivement, de l'intelligence rationnelle, du point de vue scientifique, parce que moi, je ne suis ni pasteur, ni théologien, donc il fallait prouver intellectuellement, scientifiquement, que Simon Kimbangu est Saint-Esprit, mais auparavant, prouver que Simon Kimbangu est homme politique et homme d'État, nous l'avons prouvé. Donc, mais pourquoi seulement choisir Simon Kimbangu? Oui, nous avons d'autres personnalités politiques. Donc cet ouvrage d'abord est issu d'une demande qui m'a été faite par une organisation de la société civile qui défendait ou qui jouait le rôle de lobbying auprès du pouvoir politique afin que la journée du 6 avril, où Papa Simon Kimbangu avait commencé tous ses travaux, puisse être férié, chômé et payé. Donc, il fallait prouver au pouvoir politique que Simon Kimbangu, d'ailleurs, la thématique était intitulée Simon Kimbangu, politicien. Je dis, mais ça, c'est trop fort. Simon Kimbangu, politicien, homme d'État. Et effectivement, dans les analyses, il fallait aussi prouver que Simon Kimbangu est Saint-Esprit. Donc, c'est suite à la conférence que j'avais faite à ce titre-là, et qui devait permettre aussi de démontrer au pouvoir politique que Simon Kimbangu c'était un homme politique, que Simon Kimbangu c'était un homme d'État, et tout en restant Saint-Esprit. Est-ce que, professeur, vous faites partie de l'église kimbanguiste ou vous avez juste pris Simon Kimbangu comme étant une personnalité marquante dans notre pays? Sincèrement, pour vous dire que moi je suis devenu Kimbanguiste tout en étant professeur ordinaire en 2015 et en connaissance de cause et en toute volonté. Comment voulez-vous aller dans des églises tout à fait importées? Et nous avons chez nous quelqu'un, un Saint-Esprit qui incarne le Saint-Esprit, qui avait dit que lui aussi avait vu Jésus-Christ. Et bref, c'est lui qui est à la base de former une église chrétienne locale depuis le 24 décembre 1959, donc c'est en pleine période coloniale. J'ai beaucoup réfléchi par rapport aux autres qui veulent bien aller dans les églises importées, je ne cite pas les noms, mais moi j'ai pris conscience d'être dans l'église de mon ancêtre immédiat qui est l'église de Simon Kimbangu. Ok, merci cher professeur. Chers téléspectateurs, nous continuons cette émission avec la présence de professeur Niemba Suga Yotila Jacob, avec qui nous allons parler de la révision ou encore le changement de la constitution dans notre pays. Alors, cher professeur, l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, après avoir consommé un mandat, arrivé à son deuxième mandat, il vient avec l'idée de revoir ou encore de changer la constitution. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi seulement changer ou revoir la constitution de notre pays? Merci beaucoup pour la question. L'idée de changer la constitution ne date pas d'aujourd'hui. Je peux vous dire que moi, en 2006,
j'étais candidat aux élections présidentielles, ensemble avec le président Kabila, Jean-Pierre Bemba et les autres. Oui, oui. Donc, nous étions parmi les candidats malheureux. Mais moi, j'étais candidat pour voir, en tant qu'expert en sciences politiques, administratives et relations internationales, je voulais voir comment ça se passe à l'intérieur, la pratique politique. Oui, oui. Et moi-même, nous avons eu une conférence en 2000, je crois, 15, quand il y a eu, en 2005, pardon, pas 15, quand il y a eu référendum, les 18 ou 17 devaient avoir le référendum. Nous avons eu une conférence avec un collègue professeur Mouindo qui venait de Paris, à la paroisse de Bukavu. Et là, nous avons dit ceci. Nous, on réfutait l'actuelle constitution actuelle-là, parce que nous avons dit à l'époque que c'est une constitution de belligérants, et que cette constitution actuelle-là qu'on applique, c'est une constitution effectivement élaborée par le belligérant, où on a intégré à l'intérieur la culture de belligérant. Quand nous prenons par exemple le MLC qui était dirigé par M. Jean-Pierre Bemba, celui-ci était soutenu par les Ougandais. Et c'est la culture, c'est le système de valeurs ougandaises qu'ils ont intégré à travers M. Jean-Pierre Bemba lors des débats, qu'ils ont intégré dans la constitution actuelle. Et ensuite, vous avez par exemple le M. Roberoa avec le RCD qui était soutenu par le Rwanda. Et c'est la culture, c'est le système de valeurs rwandaises, d'une manière ou d'une autre, ce système de valeurs était intégré dans notre constitution. Et de notre côté, ils étaient représentés par le président Joseph Kabila. Mais est-il que la constitution actuelle, cet amalgame-là, cet amalgame-là qui fait que la constitution d'un pays qui devait être élaborée selon les systèmes de valeurs de ce pays-là, a été élaborée à son temps selon le système de valeurs tout à fait de la région, de la géopolitique régionale. Ce n'est pas possible. Au Rwanda, il n'y a pas une telle constitution. Tout comme en Ouganda, il n'y a pas une telle constitution. Donc, notre constitution doit être élaborée selon nos valeurs, selon notre culture, selon notre système de valeurs. Alors, à l'époque, moi-même, j'étais contre cette constitution-là en disant, si moi je sortais président de la République, la première des choses à faire, c'est effectivement de changer la constitution. J'ai dit, c'est en 2006, donc l'idée ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Même à l'époque aussi, dans ces différents meetings, M. Kabila disait qu'il va aussi changer la constitution. Mais force est de constater que lui, il a changé la constitution en 2011 pour pouvoir intégrer les articles qui devaient le renforcer au pouvoir, tout en cassant effectivement le détour de l'élection. Premier tour, on élimine les différents candidats. Deuxième tour, des candidats devaient s'affronter et au même moment, on devait élire les sénateurs. Malheureusement, il a pris les constitutionnalistes parce que je vais vous dire que la science politique, c'était politique administrative, forme les experts en organisation et gestion du pays. Et quand on organise le pays, quand on élabore la constitution, je vais y revenir, les droits n'interviennent pas encore, je vais revenir à ce point-là. Donc, en 2011, malheureusement, ils ont revu certains articles, et sans pour autant savoir que les articles qu'ils avaient révisés, en cassant le deuxième tour, ils avaient cassé aussi l'élection des sénateurs qui était prévue au deuxième tour. Donc là, c'était vraiment quelque chose d'intolérable. Et voilà, les sénateurs avaient fait 10 ans. Et donc, c'est toujours une incohérence. Et jusque-là, on n'a pas encore résolu cette incohérence. Donc, c'est pour dire simplement que la révision constitutionnelle ne date pas de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. M. Kabila l'avait dit, mais il a révisé, c'était en sa faveur. D'ailleurs, nous allons revenir en disant que est-ce que Félix ne révise pas en sa faveur? Nous reviendrons à cette question-là. Donc, ça date de longtemps. Professeur, par rapport à la révision qu'avait fait l'ex-président Joseph Kabila Kabange, vous ne voyez pas que cette constitution protège même l'actuel président de la République, parce qu'il va lui aussi bénéficier des articles que vous venez juste de le mentionner, que non, qui protègent, soit qui portent une, je peux dire, qui portent des articles verrouillés.
Voilà, si je peux le dire verrouillés. comme ça. Donc, qui sont à la portée qui étaient plutôt à la portée de l'ex-président de la République. Ne voyez-vous pas que cela protège aussi Félix-Antoine Tshisekedi? Admettons que ces articles protègent ou protégeraient le chef de l'État actuel ou n'importe quel chef de l'État qui sera, grâce à ce que le président Kabila avait fait élaborer, ça ne résout pas les problèmes. Puisque la constitution actuelle reste toujours une constitution de belligérants, comme je le disais tout à l'heure. Oui, oui. On a intégré, elle n'était pas élaborée selon le système de valeurs de notre pays, selon les valeurs congolaises, selon la culture congolaise, en intégrant tout justement les rapports exogènes, en intégrant les relations internationales. Donc, une constitution doit voir. Il y a des articles dans ce sens-là, c'est normal dans toute constitution, mais le fondement d'une constitution est fait, cette organisation-là est élaborée selon les valeurs, selon le système de valeurs, selon effectivement la culture de ce pays-là. Mais cette constitution actuelle n'est pas élaborée selon nos valeurs. Donc, le président de la République ne reprend là que des interrogations du passé, des interrogations depuis 2006. Et le président Kabila est resté pendant 18 ans de pouvoir. Il n'a pas plus parlé de cela. On ne sait pas si il avait un agenda derrière, d'où nous voyons d'ailleurs actuellement avec cette guerre de l'Est, etc., toujours soutenue par les ex-belligérants, dont le Rwanda, dont l'Ouganda, dont le Kenya. Donc c'est là où nous pouvons envisager qu'il y avait effectivement des agendas cachés. Donc il ne pouvait plus parler vraiment de la révision constitutionnelle en tenant compte des systèmes de valeurs du Congo. Non. C'est selon les systèmes de valeurs des pays belligérants, intégrer effectivement ces systèmes de valeurs jouxtés, mais mal jouxtés avec le système de valeurs du Congo. Mais, monsieur le professeur, vous avez dit que, soit vous dites que cette constitution a été rédigée ou élaborée par les belligérants. Oui. Mais ça me rappelle, c'était donc, il y a le président de l'ECD, Martin Fayulu, qui s'était adressé à la nation congolaise, et c'était le 18 novembre, lundi 18 novembre dernier, et ceci a dit que cette constitution a été rédigée par les Congolais ici au Congo. Mais vous, ici, vous nous dites que la constitution a été rédigée par les belligérants. Je ne sais pas qui dit quoi, qui ment et qui dit la vérité. D'abord, avant de répondre à cette question, c'est que M. Martin Fayulu avait dit, j'aimerais quand même préciser qu'est-ce qu'on entend par une constitution. Une constitution, c'est un texte. C'est un texte qui prévoit l'organisation d'un pays, tenant compte des besoins de base exprimés par un peuple. Je peux citer quelques besoins ici. Par exemple, l'alimentation, donc tout le monde, quand nous réveillons, avant de venir, d'aller au boulot, au travail, on mange. Oui. Donc le besoin de manger, de l'alimentation pour tous, c'est un besoin priorisé parmi tous les besoins. Et pour ces besoins priorisés-là, on doit chercher, la population donne quand même un espace à un groupe d'une élite ou des gens qui sont formés pour ça, de pouvoir effectivement identifier les besoins prioritaires et au même moment prévoir les institutions politico-administratives ou les grands services publics qui doivent absolument répondre ou satisfaire ces besoins-là. Donc, vous avez par exemple l'alimentation, nous avons l'institution politico-administrative correspondante, c'est le ministère de l'Agriculture ou bien grand service public correspondant, c'est le ministère de l'Agriculture. Vous avez deuxième grand besoin priorisé de la population, c'est en fait la santé. Les ministères correspondants ou les grands services correspondants pour satisfaire ces besoins-là, c'est le ministère de la Santé. Troisième besoin, c'est l'éducation. Quelles sont les institutions politico-administratives correspondantes pour satisfaire ces besoins? C'est ici divisé en deux. Vous avez les PSP, donc l'enseignement primaire, secondaire et technique, et puis vous avez l'enseignement supérieur et universitaire. Ce sont ces deux grandes institutions qui contribuent effectivement à répondre ou à satisfaire les besoins de l'éducation de la population, parce qu'un peuple qui n'est pas, malheureusement, qui n'a pas un système éducatif qu'il faut, c'est ce que les Blancs ont fait en nous. Ils ont imposé chez nous leur système éducatif, de sorte que maintenant nous raisonnons selon leur système de valeurs et non pas selon notre système de valeurs. Regarde même les débats constitutionnels. Ces débats-là, ceux qui s'opposent à cette révision, ils raisonnent selon le système de valeurs effectivement occidental et non pas le système de valeurs tout à fait qu'on laisse, parce qu'on ne pense pas ou ils ne pensent pas que
cette constitution a été rédigée par les belligérants, non pas selon le système de valeurs de notre pays, mais selon le système de valeurs, je peux dire, j'avais dit, de belligérants en termes de l'Ouganda qui soutenait MLC, de Rwanda qui soutient jusqu'à aujourd'hui les RCD Goma et les rebelles affiliés, et surtout des Occidentaux, pas les Occidentaux, continuent à tout point de vue à exploiter, ils veulent bien exploiter nos ressources naturelles stratégiques, toujours pour maximiser leurs intérêts. Donc, c'est pour dire que, voilà, nous avons, comme je disais, les besoins priorisés. Nous avons le système éducatif, dont l'éducation qui est très important dans un pays pour former une élite tout à fait responsable et compétente pour pouvoir organiser et mieux gérer le pays. Et vous avez autres besoins prioritaires. Vous avez par exemple les transports. Regardez comment les transports sont très difficiles ici. Il y a des embouteillages. Il faut des gens éclairés, les gens qui sont formés en conséquence pour pouvoir effectivement diriger ces grands services publics afin de résoudre la problématique des embouteillages. Et sinon en Europe, maintenant, il y a progression des véhicules à tout point de vue. Qu'est-ce que ces gens-là devaient mettre au point comme tableau de bord pour pouvoir résoudre ces problèmes? Il faut un ministère, un grand service public pour ça. Vous avez l'économie qui doit créer la richesse pour tous, effectivement, en investissant dans le secteur productif, dans les services et dans les autres secteurs, etc., etc. Donc, à chaque besoin de base priorisé, il y a effectivement un grand service public qui doit absolument satisfaire ces besoins-là. Et au même, c'est ce qu'on appelle les institutions politico-administratives. Maintenant, l'organisation, on doit organiser tout cela. Quelle est maintenant l'autorité qui doit organiser tout cela? C'est ce qu'on appelle le pouvoir politique. Je n'entre pas en détail. Et le pouvoir politique s'éclate en trois. Vous avez le pouvoir législatif qui fait des lois, parce que sans loi, aucun programme ne peut être appliqué. Les pouvoirs législatifs qui légifèrent. Vous avez les pouvoirs exécutifs qui exécutent ce qui est légiféré. Vous avez les pouvoirs judiciaires qui contrôlent la constitutionnalité de ces lois-là. Donc, il faut une grande organisation qui est là. Et quand on élabore cette organisation-là, les droits n'interviennent pas. On réfléchit seulement à tel pouvoir, il y a des besoins, on identifie les besoins. Maintenant, on prépare les institutions qui doivent effectivement satisfaire ces besoins-là. Et ensuite, on essaie, mais par après, on va essayer, mais tout ceci, il faut qu'il y ait un cadre juridique. Sans le cadre juridique, eh bien, tout ce qu'on a prévu ne sera pas réalisé. Où le ministère des Finances ne peut pas intervenir, le budget, et il y a même l'interrelation entre les différents ministères pour pouvoir satisfaire tel ou tel programme, telle ou telle politique publique. Donc, là, quand on élabore ces textes-là, d'abord c'est un groupe, et ce groupe-là, on l'appelle effectivement la constituante. Et cette constituante-là donne les noms à ces textes-là. En ce moment-là, ce n'est pas juridique. Donne les noms à ces textes-là, on l'appelle constitution, parce que c'est fait par un groupe qui a été constitué. C'est un terme français. En Sciences Po, donc, voilà la constitution-là, mais en ce moment-là, on l'envoie, quand c'est terminé, on l'envoie au niveau du Parlement, le Parlement approuve. Maintenant, on donne au chef de l'État. Le chef de l'État dit, OK, mais il faut que la population qui est concernée, qui sera limitée par cette organisation, puisse se prononcer. Et quand la population, par référendum, accepte cette organisation-là, et les modes de gestion prévus à l'intérieur, et les relations verticales, horizontales, circulaires, les relations internationales avec notre pouvoir politique, quand la population accepte cela, eh bien, la population est limitée, la population est liée à cette constitution-là. Maintenant, ce n'est pas encore juridique. Et quand le chef de l'État appose sa signature, c'est-à-dire que quand la constitution est promulguée par le chef de l'État, et voici la loi fondamentale qui commence. Et c'est là où les juristes commencent leurs actions. Mais auparavant, c'était des politologues, et bien sûr, en association avec les juristes, l'interdisciplinarité, les sociologues, mais surtout, le maître d'art devait être de vrais politologues parce qu'ils sont formés pour l'organisation et la gestion du pays, comment organiser et gérer le pays. Donc, en ce moment-là, la loi fondamentale commence quand le chef de l'État pose sa signature, donc promulgue la Constitution, et quand maintenant, à un certain moment, avant de partir à la publication, il y a une commission qui s'est réunie pour essayer un peu d'évincer des termes qui peuvent prêter à confusion quand on attaque la Constitution. Et maintenant, quand c'est publié dans le journal officiel, ça devient maintenant les droits constitutionnels. Donc, c'est pour vous dire simplement que la Constitution, c'est un texte qui organise ou qui contient les éléments qui organisent le pays et qui contient les éléments
qui permettent à ce que le pays soit géré efficacement. C'est simplement ça. Donc nous, on ne peut pas, le président Tshisekedi ne peut pas prévoir cette révision constitutionnelle sur une constitution qui contient les éléments de belligérants, de pays de la sous-région. Donc il n'a pas cette obligation-là en tant que chef de l'État qui a été élu au suffrage universel direct, s'il vous plaît. C'est-à-dire que par la population, quel que soit ce que les gens peuvent dire, bien élu ou mal élu, mais ce qui est là, selon effectivement notre constitution, le chef de l'État a été élu normalement et a le droit effectivement de pouvoir avoir cette vision-là des révisions constitutionnelles à ce que nos constitutions puissent être élaborées selon le système de valeurs de notre pays. Merci beaucoup, professeur. Mais professeur, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que la constitution qui prévoit, soit que veut changer le président de la République, répondra-t-elle aux besoins de la population ou pas? Parce que la constitution que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, c'était d'ailleurs, comme vous l'avez dit, révisé par l'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange. Maintenant, à cette époque-là, on avait un taux d'échange un peu mesuré, un peu modéré par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. Nous avions le taux d'échange à nos 80, disons, à 9 000 francs, si je peux le dire. Et aujourd'hui, nous en sommes à 28 000 francs pour les $10. Est-ce qu'il était important de changer la constitution quand le taux des dollars ne fait que hausser? Ou encore de changer la constitution ou revoir la constitution quand le pays ne va vraiment pas trop bien, si je pourrais le dire comme ça? Monsieur le journaliste, les gens confondent trop le taux d'échange. Nous sommes agrippés au dollar. Ça fait partie du secteur d'économie financière, de l'économie tout court ou de la politique économique. N'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. Rien du tout. C'est un secteur du pays qui est, jusque-là, je peux dire, qui est de la gouvernance du ministère de l'économie, des finances et des budgets, monsieur le ministère de l'économie, qui doit absolument mettre au point une politique économique capable, une politique économique saine, stable et capable de créer la richesse. C'est des richesses qui doivent permettre, avec la balance des paiements, nous allons bien vendre à l'extérieur, et en vendant à l'extérieur, nous avons beaucoup de devises, et que ces devises-là viennent consolider notre monnaie. Ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. C'est la gouvernance économique du pays. Ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. Au moins, en voyant l'actuelle situation, disons, notre façon de vivre en République démocratique du Congo, la société, le social du peuple congolais. Est-ce que c'était important d'abord d'entamer la révision ou les changements de la Constitution, ou d'essayer d'abord en première position de changer la vie sociale des Congolais? Mais c'est ce que je dis, c'est la confusion totale. Qu'est-ce qu'un secteur? Parce qu'effectivement, si moi j'appelle toujours le président Tshisekedi Yatiti, quelle est la vision du président de la République? C'est le peuple d'abord. Qui dit peuple d'abord, c'est-à-dire que le social du peuple. Et le social du peuple, c'est quoi? C'est d'abord l'alimentation pour tous, je venais de dire tout de suite. Et où il y a effectivement un ministère qui s'en occupe, le ministère de l'agriculture. Vous avez la santé pour tous. Il y a un ministre qui s'occupe du ministère de la santé, qui s'occupe afin qu'il y ait des centres de soins de santé partout, et les hôpitaux de référence, et j'en passe. Vous avez le secteur éducatif. Vous avez les deux ministères que je venais de citer, les deux grands services publics. Et en chaque secteur, on nomme un expert capable effectivement d'impulser ou d'atteindre, de faire ce qu'on appelle les études de faisabilité, qui doit donner du résultat dans ce secteur-là. Si c'est la santé, réellement on doit voir la santé pour tous. Si c'est l'économie c'est pour effectivement créer la richesse pour tous, c'est-à-dire que créer des revenus. Pour cela, il faut appeler les investisseurs capables de pouvoir créer la richesse dans tous les secteurs clés que nous allons présenter, les secteurs clés de la République, pour pouvoir effectivement créer, maximiser la création de l'emploi. Qui dit maximiser la création de l'emploi, nous avons aussi, l'État va maximiser aussi les recettes qu'il doit avoir, tant du point de vue des emplois, tant du point de vue des entreprises. Donc, tout cela, et à la tête de ce gouvernement-là,
des différents besoins que nous avons dit, et nous avons les gouvernements, plutôt le ministère ou les grands services correspondants. À la tête, nous avons un Premier ministre ou une Première ministre. Maintenant, chez nous, nous avons une Première ministre qui pilote avec efficacité la réalisation de chaque étude de faisabilité, de chaque politique publique, de chaque ministère. Je dis bien avec efficacité. Quand le ministère ne parvient pas à le faire, bon, le président et notre chef du gouvernement a le droit de mettre ce ministre-là dehors. Parce que c'est ça qui contribue tout justement à pouvoir réaliser les social du peuple. Le peuple d'abord, c'est les social d'abord du peuple. C'est tout ce que nous venons de dire. Ce sont des besoins priorisés. C'est ce qu'on appelle souvent ces besoins priorisés avec les institutions politiques administratives qui sont prévues. C'est ce qu'on appelle l'État réalise l'intérêt général. Cette grande organisation-là, qui nous appelle la grande organisation, on a donné un nom, un concept qu'on appelle l'État congolais. Donc, l'État congolais a un macro-objectif, réaliser l'intérêt général, c'est-à-dire satisfaire les besoins de base exprimés par le peuple. Et ces besoins de base exprimés par le peuple sont satisfaits à travers les institutions politico-administratives et d'autres institutions créées en conséquence et mixtées où on intègre les institutions internationales. Donc, cela n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle, c'est une manière de dire, écoutez, nous constatons que dans l'application de certains articles, dans tel des domaines du pouvoir politique, en matière de relations internationales, en matière de relations avec les sociales, avec les institutions socio-éducatives, j'en passe. Nous constatons qu'il y a une chose qui ne va pas, ou bien, dans la plupart des cas, le président voit que, en tout cas, notre constitution n'est pas élaborée selon la culture congolaise, selon le système de valeurs de la RDC Congo. Nous sommes obligés de revoir ça. Donc, là, il va créer une commission. Ce n'est pas que lui-même, il vient... Non, il crée une commission où il y a des spécialistes, des experts en sciences politiques. Quand je dis expert en sciences politiques, ce n'est pas celui qui a fait la philosophie. Premier cycle, deuxième cycle, il fait une licence spéciale. Il s'en va quelque part où, en Europe, il y a des cas pareils. Voilà, j'ai fait une licence en sciences politiques pour 10 cours. Et puis ensuite, il fait un doctorat qu'il est expert en sciences politiques. Non. Un expert en sciences politiques, c'est celui qui a fait la science politique du premier graduat, l'ancien système. Maintenant, de L1 jusqu'en Master 2. Voilà. Et en ancien système, de premier graduat jusqu'en deuxième licence. Jusqu'aux études de DEA et de doctorat. C'est celui-là qui est expert en sciences. Pour qu'on doit chercher, ils sont là. Et non pas prendre quelqu'un qui vient avec lui. Souvent les gens, d'ailleurs, qui font de telles études, il a fait le droit, il a fait une licence spéciale, au lieu de rester dans son domaine d'expertise, il se penche en politique, parce qu'on croit que tout le monde peut faire de la politique. La politique, comme je disais, du point de vue maximaliste, c'est l'organisation globale d'un pays. Mais comme c'est un concept polysémique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sens, dans un premier temps, globalement, le concept politique signifie organisation globale d'un pays. Et dans un second temps, ça peut exprimer 3 autres sens. Donc, dans le sens minimaliste, ça peut exprimer les comportements, par exemple, des institutions politiques administratives. Comment ils parviennent-elles à pouvoir effectivement satisfaire leurs besoins, les besoins qui sont consignés, les besoins qui concernent la création de ces grands services-là, les besoins qui concernent la création de ces ministères-là. Comment parviennent telles ces institutions politiques administratives à satisfaire ces besoins-là. Donc, ça peut exprimer le comportement de gens qui y travaillent, et ce comportement est régi par les règles qui se trouvent dans la loi organique, la loi qui organise ces ministères-là. Alors, tous les fonctionnaires qui partent là-bas ils sont enrobés, ils sont noyés dans cette loi-là pour pouvoir satisfaire ce besoin. L'alimentation pour tous, défense pour tous, sécurité pour tous, transport pour tous, etc. etc. Donc, l'essence, ça peut exprimer un comportement. Et puis les comportements aussi des gens qui travaillent là-bas, qui ne comprennent pas, qui ne lisent même pas les lois organiques, les lois qui organisent leurs départements ministériels, leurs grands services publics, et font du n'importe quoi. C'est là où d'ailleurs le concept voyou, état voyou intervient, parce que les gens ne comprennent absolument rien. Ils s'en vont dans un ministère, on engage selon le militantisme, selon le régionalisme, le provincialisme, etc., etc. Et quelqu'un qui n'a pas vraiment des compétences qu'il faut, parce qu'il faut engager les gens selon leurs compétences, qu'on doit mettre aussi à la place qu'il faut. Donc, c'est pour dire que voici ces comportements-là. Deuxième concept, la manière dont on doit comprendre le concept politique. Les concepts politiques peuvent exprimer effectivement un programme. Par exemple, le programme que Yachichi et
de gouvernance du pays, Achichi a dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Donc cela signifie que le social du peuple d'abord. Voilà. Ça, c'est la vision globale. Maintenant, quitte à vous, quitte aux gens qu'on a choisi en conséquence de matérialiser le peuple d'abord. C'est-à-dire le social du peuple. Et aussi... à travers toutes ces institutions-là. Et troisièmement, je vais terminer. Tâche, vous plaît, on va revenir là-dessus. Il faut que je termine d'abord la compréhension de ces trois éléments-là. Et donc, ça peut exprimer un comportement, plutôt comportement, oui. Ça peut exprimer un programme, ça peut exprimer effectivement une stratégie de gouvernance. Et quoi encore ça peut exprimer un projet. Or, dans les projets, vous avez effectivement des programmes, des stratégies. Chaque ministère élabore un programme, et ce programme-là, quand ça entre au niveau du Conseil des ministres, ça devient un projet de loi, et ça part toujours au niveau du Parlement, c'est toujours projet de loi, jusqu'à ce que quand le chef de l'État, si c'est accepté, quand le chef de l'État parvient à promulguer, ça devient maintenant, c'est une loi, et quand c'est sorti, ça devient une politique publique. C'est pour dire simplement que voici la compréhension du conseil politique. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelqu'un qui est parti faire, ce n'est pas telle science plutôt, et il vient à la science politique, directement il se dit il est expert en sciences pour non. Et troisièmement, la compréhension du concept politique, ça ce n'est que le concept. Le concept politique peut exprimer effectivement l'art de gouverner et une action, par exemple quand nous prenons le cas des sauts de moutons. Oui. Quelqu'un peut vous dire en langage de sciences po, oyo ezali politique à Yatiti. Mais certains ne pourront pas comprendre. Cela signifie que c'est l'action de Yatiti. Politique, c'est ce qu'elle a fait comme action en matière effectivement de route, etc. Par rapport à ce que vous venez de dire, Oyo ezali politique qui a Titi. Mais voilà. Est-ce que j'aimerais le dire en lingala? Kota la nenge bato ya dollar rezomata. Kota la nenge kolia lip ezalaki na 200 francs, na constitution o tozo lingato changer. Alors lipa yango wana ekomi na 500 francs. Donc lipa komata 500 francs biloko nyonso komata. Yango nde politique ya Titi. To ezali circonstance parce que na so de mouton pour benga politique ya Titi. C'est que biloko pe komata na marché eza politique ya Titi. Bon, to lo bango pe na lingala. Na lobby lisusu kabula makambo etali révision ya constitution, na makambo etali gestion au quotidien. Il y a économie du pays. Parce que ça fait partie de l'économie du pays. C'est un secteur qui fait partie du pouvoir politique, qui fait partie à la fois du pouvoir législatif et surtout du pouvoir exécutif et judiciaire. Donc, ça fait partie du pouvoir exécutif. Il y a un ministère qui s'occupe de cela. Donc, dans la banane, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il faut nécessairement que le ministère de l'économie a ça la politique moko ezali que il y a solo to texa mingi à l'extérieur, to vendre. Surtout texa mingi à l'extérieur, to zo exporter ba produit na biso et que mbongo wana ezako monana na caisse de l'État, ezako monana na balance de paiement. Toujours ba dollar ebele na banque nationale, ba dollar eza ebele, c'est-à-dire que mbongo na biso ezui poids. Donc, au même moment, nous avons créé crédibilité et confiance na bateau bazana mbongo à l'extérieur, baya ko investir pas na biso na ba province nyon sous tout. Maintenant, donc ça n'a rien à voir avec la révision constitutionnelle. C'est la gestion au quotidien du pays. La question que l'on se pose, pourquoi ne pas se baser sur tout ce que vous venez d'insinuer, de dire là, que de se baser seulement sur la révision ou le changement de la constitution? Mais tout justement parce que déjà, professeur, révision en constitution, ça va nous amener au référendum. Le référendum nous coûtera beaucoup d'argent. Bon, au lieu de investir en le bien-être de la population, toza qu'on se dire prêt parce que le président de la République, Azalaki, na 11e conférence, il y a gouverneur à Kalemi, où il a dit que Azako soutenir l'idée à kokene na référendum. Alors, bon, wana kokene na référendum. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'économie de notre pays est stabilisée? La vie sociale, il y a population et c'est stabilisé. Vous ne voyez pas que c'est un peu faire les choses à la hâte ou être pressé? Bien. Je ne sais pas si c'est vraiment bien. Awa Makamouya hâte pour un président de la République qui a été élu au suffrage universel avec une vision de la gouvernance du pays exacte. Le président de la République a gouverné à secteur na tanga oyo secteur ya ba constitution yo et le secteur politico administratif du pays. C'est un secteur aussi qui doit évoluer. Donc, Oyo Makambozo Lobawana, pour l'emploi et le secteur économique. On a mis un expert là-dessus et l'expert est en train de travailler en conséquence. Et au-dessus des experts qu'on a choisis,
il y a un ministre Nabiso qui est expert des experts, qui veille sur la faisabilité de chaque programme, de chaque politique publique. Il y a un ministère réunion surtout. À Monique Awa, ça ne marche pas. Et attention, ça ne marche pas. Oui. Le chef de l'État au-dessus n'est que le coordinateur général. Puisqu'il y a un côté, expert Moko Makasi, à ça vous veillez sur l'application. Maintenant, ma caméra, d'ailleurs, et puis chef de l'État, il y a une population, les social. Mais du point de vue de création d'emplois, le président a actionné bâton à l'attention ministérielle de l'économie. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine-là? Mankametel, la création d'emplois, aux salani. A bêté d'abord, moi, bâton, on a monté à premier ministre, mais nous ministre à moi aussi. A bêté, et attention, Mankametel, et Bozo Yoka. On a ministre économique global, oui, c'est que nous avons prévu comme des grands projets de réalisation qui doivent créer des richesses dans toutes les provinces. Mais nous avons un problème d'argent, nous avons un problème. Il va exposer ce problème. Qui est pas chef de l'État, il y a là. Et pourquoi pas dire, mais vous prévoyez qu'il y ait un référendum, mais le référendum coûte beaucoup d'argent. Et si on investissait cet argent dans la création d'emplois, ça, ce sont de ce qu'on appelle des arbitrages qui se font au sein du gouvernement, au sein de l'exécutif. Mais pour pouvoir, si le président tient d'aller au référendum avec cette constitution pour que nous puissions créer une constitution à l'image de notre système de valeurs, c'est qu'à Yébi, nous avons une caisse de l'État. Cette caisse-là prévoit toujours quelque chose, je crois chaque mois, prévoit quelque chose de l'argent pour de tels cas, pour des élections. Donc il y a de l'argent qui doit être quelque part pour les référendums. Ce n'est pas qu'il va prendre... Nous avons un budget. Oui. Chaque institution politique administrative, donc chaque ministère a son budget. Donc, le ministère de l'Intérieur chargé aussi de la problématique des élections, etc., a aussi son budget. Vous avez aussi, quand nous prenons les trois pouvoirs politiques, chaque pouvoir politique avec les budgets combinés a aussi son budget. Donc, il y a un budget qui est prévu pour ça. Si le chef de l'État veut organiser, effectivement, veut aller au référendum, mais ça ne sera pas demain. D'abord, il y aura une commission qui va travailler en conséquence. Ça n'a rien à voir, ça ne freine pas l'économie du pays. Ça ne freine pas l'évolution de l'économie du pays. Et même s'il ne parlait pas de ça, et qu'il y a un secteur, le secteur de l'économie et d'autres en combinaison, qui travaillent en conséquence pour pouvoir évidemment résoudre la problématique du social de la population, le peuple d'abord. Donc, ça ne freine rien. Mais lui, dans son domaine, en tant que chef de l'État, il veut que nous puissions avoir une organisation à l'image de notre système de valeurs. Il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. Donc, ça n'a rien à voir avec le pain qui augmente, ou je ne sais pas, foufou qui augmente. Ça n'a rien à voir. Il y a tout un ministère et le ministère correspondant en collaboration qui travaillent dans ce secteur-là. Je crois que je crois qu'ils font un travail, je n'ai rien vérifié, mais comme ce sont des experts qui sont là, bien peut-être demain nous aurons des résultats là-dessus. Mais ce que je voudrais vraiment demander, de ne pas faire la confusion entre la gouvernance de l'économie et la gouvernance des institutions politico-administratives. Et là, à l'intérieur, le président voit que la constitution doit être élaborée selon notre mentalité, selon notre culture, et qu'à l'intérieur, quand nous voyons la guerre d'ailleurs de M23, c'est lié à certains articles de la Constitution et qu'on doit automatiquement élaguer. Donc moi je crois que la grande question qui se pose, comme vous avez dit, est-ce que c'est le moment? Qui est-ce qui peut dire que c'est le moment? Ce n'est pas le moment si ce n'est pas le chef de l'État lui-même. Il a été élu au suffrage universel direct. Un point, c'est tout. Merci beaucoup, professeur. Chers téléspectateurs, nous continuons bien que nous entamons déjà vers la fin de cette émission. Mais écrivez-nous, laissez-nous vos messages sur notre page Facebook, bien sûr, ou suivez-nous en direct sur YouTube, voilà, le nom du chaîne, c'est déjà Africa Monde Today. Maintenant, nous allons continuer avec le professeur Niembashuga Yotila Jacob. Professeur, vous avez dit que la constitution que nous utilisons aujourd'hui a été signé, soit revisé par le président Joseph Kabila Kabange. Et élaboré lors de son mandat. Voilà. Où il a ajouté quelques articles jouant en sa faveur. Maintenant, la question dont je me pose, dont nos chers téléspectateurs se posent aussi, est-ce que
dans la constitution que veut revoir, soit changer le président Félix-Antoine Tshisekedi, on n'y trouvera pas des articles qui pourront peut-être lui donner accès au 3e mandat. Bien, merci beaucoup pour la question. On ne peut pas vendre la peau de l'ours après avoir... avant de tuer cet ours-là. Donc, c'est pour dire simplement, on ne peut pas préjuger une constitution qui n'est pas, où on n'a même pas encore organisé les groupes qui doivent réviser cela, parce qu'après le travail, ils vont envoyer cette constitution à travers les provinces, à travers tout le monde pour voir si c'est ça ou s'il y a des choses à modifier. On ne peut pas, pourquoi on doit avoir des préjugés au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Lui-même, il dit, il n'a jamais pensé à briguer un 3e mandat. Il faut avoir confiance en lui. Pourquoi seulement, à partir de préjugés, commencer à dire de n'importe quoi pour la révision constitutionnelle? Ça n'a pas de valeur. Ce sont des simples préjugés. En tout cas, à mon sens. Parce que nous disons que tout cela, ce sont des simples hypothèses. Il faut vérifier l'hypothèse. Donc, nous ne sommes pas encore à la vérification de l'hypothèse. Et nous, en sciences politiques, on part de problèmes posés et il faut maintenant mettre au point les hypothèses avec une méthodologie qu'il faut. Donc, pour l'instant, je peux dire que ce sont les simples hypothèses qui n'ont rien à voir avec la vérité scientifique. Ce sont des simples hypothèses. Oui. Professeur, est-ce que le président Félix-Antoine Tshisekedi a le droit de revoir ou de changer la Constitution? Si pas lui, qui d'autre a le droit de le faire? Constitutionnellement, il est prévu que le chef de l'État a ces pouvoirs-là de prendre l'initiative de revoir la Constitution, s'il le désire, mais tenant compte des lois en vigueur. Donc, il a ces prérogatives-là, ou ces prérogatives-là, de pouvoir effectivement envisager soit le changement constitutionnel, soit la révision constitutionnelle. Mais toujours en intégrant les règles en vigueur, les règles constitutionnelles en vigueur, tout comme concernant aussi sa discrétion en tant que chef de l'État, son pouvoir discrétionnaire. Donc, le chef de l'État a le droit de pouvoir envisager d'une manière réglementaire la révision d'une constitution, ou voire même la mise au point d'une nouvelle constitution. Et je répète qu'il est élu au suffrage universel direct. Moi, je disais tout à l'heure que j'étais candidat en 2006. Si moi-même j'étais élu chef de l'État, mais à ce moment-là, je n'avais pas du poids devant un Kabila qui avait beaucoup d'argent et les autres, Jean-Pierre Bemba. Vers la fin, il y avait ces deux belligérants qui sont restés à la course. Nous tous, nous étions ce qu'on appelle souvent des candidats malheureux. Souvent, M. Tignan m'appelle candidat malheureux, mais je rigole, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est pour dire simplement que si moi j'étais président de la République, j'allais envisager soit la révision constitutionnelle, soit automatiquement une nouvelle constitution. Mais quand bien même on dit une nouvelle constitution, les fondamentaux ou les éléments de base de la constitution existante restent. Donc, on part de ces éléments-là pour pouvoir envisager effectivement une nouvelle constitution révisée. Ok, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous chutons avec cette émission Un autre regard. Donc, j'étais accompagné du professeur, Niemba Soga Yutila Jacob. Professeur, votre dernier mot. Il y a le téléspectateur qui vous ont suivi de partout déjà, je vous signale de partout, et certains d'eux sont d'accord et d'autres ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous venez de dire concernant la révision ou le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Alors, que diriez-vous à ce téléspectateur, beaucoup plus à ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas là pour que les gens puissent nécessairement approuver ce que je viens de dire. Seulement, mon point de vue est basé selon est rangé dans l'orientation des sciences politiques administratives et relations internationales. C'est-à-dire que c'est des sciences politiques administratives, ceux qui m'ont suivi ont compris de quoi s'agit-il. Donc, et aussi, nous avons bien voulu dire
à notre population, à notre élite, qu'ils puissent distinguer effectivement la révision constitutionnelle et le développement de l'économie dans un pays. Ce sont deux secteurs différents et que le chef de l'État, constitutionnellement, a le pouvoir, a cette autorité-là d'envisager, de réviser la Constitution, voire même le changement de la Constitution parce qu'il est élu au suffrage universel direct. Moi, je ne peux pas convaincre quelqu'un. Il y a ceux qui veulent bien, qui parlent de la Constitution selon l'opinion publique. Moi, je parle du point de vue de la science. Et ce n'est pas n'importe quelle science du point de vue de la science politique administrative. Ceux qui sont dans cette compréhension, je suis expert en sciences politiques administratives et relations internationales, donc ceux qui sont dans ma lignée là, m'ont bien compris, ils peuvent me faire des remarques, c'est normal, parce que la science évolue, c'est normal, mais ceux qui sont de l'opinion publique, qui veulent bien confondre entre l'économie et la Constitution, c'est là, ils ne pourront pas accepter ce que je viens de dire, c'est leur problème. Mais moi, je viens de leur faire voir, d'abord, qu'est-ce que la Constitution? C'est l'organisation globale d'un pays, et ensuite, dans cette organisation globale d'un pays, quand on présente ça, on présente cette organisation par référendum, la population l'accepte, et quand le chef de l'État signe, ça devient maintenant une loi, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale. C'est en ce moment-là que les juridiques interviennent. Et les juridiques interviennent, qu'est-ce qu'on apprend en fait à la faculté des droits, en sciences juridiques? C'est d'abord un certain nombre de processus. Les processus d'explication de cette loi-là, les processus explication d'abord, processus d'explication de la loi, processus d'application de cette loi-là, c'est pendant des années. Et les processus d'interprétation de cette loi-là, les processus de dire la justice de cette loi-là, et ensuite le processus des sanctions, donc des contrôles et le processus des sanctions. Et tout cela de premier graduat du droit jusqu'en doctorat. Donc, moi, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Non, moi, je suis des Sciences Po. Mes étudiants me comprennent quand je dis comme ça. Et maintenant, il faut informer la population de cela. Ils doivent éviter l'amalgame entre la révision constitutionnelle et le développement économique. Ce sont des choses différentes. Ok, merci beaucoup, professeur. Je vais vous retrouver dans des prochaines éditions pour parler un peu plus de notre Constitution déjà. Et je vous remercie d'être passé aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, c'est par ici que s'achève cette émission. C'était Dominique Kailou à la présentation. Retrouvez-nous sur Africa Monde Télévision Today et nous allons continuer avec cette thématique ou ce sujet qui est la révision de la Constitution prochainement avec le professeur Niemba Jacob. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci. Bonne suite chez vous.